Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Sylvain et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur comment je me tiens à jour en tant que développeur web. Alors cette vidéo elle s'adresse à tout développeur web de tout niveau, même si vous débutez à peine, parce qu'il y aura beaucoup de liens vers des formations et des tutoriels. Bien sûr, ce que je vais présenter, c'est ce qui me va à moi personnellement dans mon quotidien. Peut-être que vous pourrez vous inspirer de certains liens ou de certaines méthodes que je vais vous présenter, mais peut-être que certaines ne vont pas du tout vous aller. Et c'est pas du tout un problème. Chacun fait comme il veut et comme il le sent. Juste piochez dans ce qui vous va. Et si vous pensez que vous avez des meilleures idées ou des meilleurs sites internet, n'hésitez pas à commenter la vidéo et je serais curieux de savoir comment vous faites. Donc, une plateforme que j'utilise énormément chaque jour pour me renseigner, c'est Twitter. Alors sur Twitter, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que Twitter c'est assez toxique et très bordélique comme réseau social. Mais quand même, il y a énormément d'acteurs et d'actrices euh, de la communauté web qui sont présents sur Twitter et qui vont souvent partager des liens intéressants ou des articles ou faire des threads sur quelque chose qu'ils ont découvert. Euh, pour ça que je, je suis énormément de ces développeurs sur Twitter. Il y a par exemple, j'utilise React tous les jours, donc je suis Dan Abramov, qui est un des contributeurs de la librairie React. Et c'est un exemple parmi d'autres, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Il y a aussi Sarah qui partage énormément d'articles et qui fait énormément de conférences sur l'accessibilité dans le web. Euh, Vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de suivre des personnes, parce que le problème des fois quand on suit des personnes, c'est qu'ils vont aussi parler de leur vie privée, des fois même de leurs opinions politiques. Alors je peux comprendre que ça c'est pas terrible. Il y a des comptes qui sont tenus, par exemple, là c'est la librairie React qui a son compte officiel. Je suis sûr que la Vue ou Angular a son propre compte Twitter aussi, ou des genres de porte-parole. Donc c'est une bonne manière aussi de suivre l'actualité de votre librairie ou framework préféré. Et il y a d'autres comptes tels que Chrome Developers par exemple, qui vont partager pareil des liens ou des petits trucs et astuces sur le développement web. Et des comptes comme ça, il y en a une infinité. Euh, Là, j'en ai montré que 4. Je crois que j'en suis une centaine. Je dirais que plus vous allez d'abord en suivre quelques-uns, et après, vous allez voir que ces comptes-là vont commencer à retweeter ou à répondre à d'autres comptes, et c'est comme ça que vous allez, comment dire, aller découvrir de plus en plus de développeurs web, et, ou développeuses bien sûr. Et bien sûr, si vous lisez des articles de blog ou si vous regardez une conférence ou que sais-je, ben, souvent ils vont mentionner leur, leur, euh, leur pseudonyme sur Twitter. Et ben, si vous avez aimé le contenu qu'ils ont partagé, je vous incite à les suivre par la suite sur Twitter. C'est comme ça que que j'ai commencé à suivre une centaine de comptes sur Twitter et que ça m'aide beaucoup à me tenir à jour. À part Twitter, bah, bien sûr, on est sur le web, donc il y a énormément de sites internet qui parlent de développement web. Et c'est impossible de faire une liste exhaustive de tous les sites qui existent. Mais j'en ai listé quelques-uns que je suis personnellement. Par exemple, il y a CSS Tricks. Bon, comme son nom l'indique, il va surtout parler de CSS, mais pas que, mais surtout parler de CSS. Il y a Smashing Magazine, qui propose un peu comme CSS Tricks, je crois que vous pouvez même vous pouvez envoyer des propositions d'articles et ils vont vous publier. Donc là, il y a plein de personnes de la communauté web qui vont publier sur ce site. Et à côté de ça, je dirais qu'il y a des sites qui sont plus
des sites pour avoir de l'inspiration. Et vous savez sans doute qu'il y a énormément de sites qui vont distribuer des awards chaque jour, chaque semaine ou chaque année. Euh, Par exemple, ces awards avec 3W, ils ont une catégorie qui s'appelle Seats of the Day. Et c'est super bien, surtout quand je travaillais en agence, j'adorais regarder chaque jour c'était quoi le site du jour pour un peu voir qu'est-ce qui est à la mode en termes de UI et en termes de design, et aussi voir des fois des effets totalement délirants que j'aurais jamais imaginé que c'était possible de les faire, d'avoir ce genre d'effet ou d'animation en web. Donc c'est super intéressant de suivre ça. Il y a bien sûr des blogs. Euh, Là, comme je vous le disais, sur Twitter, vous allez voir des gens qui vont partager des articles. En général, ça vient de soit d'un gros site tel que CSS Tricks, mais vous allez avoir aussi des blogs, des blogs personnels. Par exemple, un blog que j'adore suivre, c'est Kenzie Dodds. Euh, et lui, il va surtout écrire des articles à propos de React et aussi de comment écrire des tests automatiques pour React. Euh, Mais il y en a plein. Et vous n'êtes pas obligé de suivre des blogs de superstars, hein. Il y a des fois des petites personnes comme moi. Enfin, j'ai pas de blog, mais ça m'est arrivé une fois d'écrire un article. C'est pas parce qu'une personne n'a pas 10 000 followers que ça veut dire que son contenu est pas intéressant. Vous pouvez des fois trouver des perles super intéressantes, des articles vraiment, vraiment bien. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais c'est assez compliqué de suivre tout ça en même temps. Ça voudrait dire qu'il faudrait aller sur le site tous les jours, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas le temps de faire ça, d'aller sur tous les sites pour voir s'il y a des updates intéressantes. Par exemple, j'utilise une application qui s'appelle Feedly. Ce qui est bien avec Feedly, c'est que c'est disponible sur le web ainsi que sur Android et iOS. Et pour ceux qui utilisait Google Reader dans le temps, c'est exactement la même chose. Ça vous permet de suivre des flux ou des feeds RSS, et donc de recevoir à chaque fois qu'il y a un nouvel article, par exemple sur CSS Tricks, qui est mis en ligne. Bon, là, je les ai déjà vus, mais voilà, il va me lister tous les articles qui ont été mis en ligne récemment. Et tous les jours, là, j'ai un petit 1, dans ma catégorie otaku, ça doit être une news sur des animés ou des jeux vidéo, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu. Ça va dire, ah bah, est-ce que... Bon voilà, alors là c'est même une pub, c'est nul. Mais voilà, bon. Et vous n'êtes pas obligé de le lire, vous pouvez juste dire, bah, mark all as read, et vous n'êtes pas... rien ne vous force à le lire. Ce qui est bien, c'est que ça va vous donner une preview de l'article, et si ça vous intéresse, ben, vous pouvez le sauvegarder pour plus tard ou le lire directement. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, il y a une autre manière aussi on va dire, de recevoir des informations. Et là, j'invente rien du tout. C'est le concept de newsletter. Ça, c'est vieux comme le web. Il y en a une newsletter que j'aime bien, c'est celle de CodeRops. C'est le collective. Et donc c'est un mix d'énormément de ressources et de news à propos du web design et du développement web. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément un groupe de personnes qui va choisir. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne, c'est n'importe qui peut envoyer des liens, et c'est en fonction de la popularité des liens qui vont décider qu'est-ce qui sera dans cette newsletter. Donc là, on peut voir le dernier, euh, le dernier numéro 642 qui liste. Il y a des fois des inspirations. Voilà, le site de la semaine qui va vous inspirer. Et sinon, vous allez avoir des fois des démos, des vidéos issues d'un talk super intéressant. Enfin, il y a plein de choses. C'est vachement cool celui-là. Euh, il y a d'autres sites. Par exemple, qu'est-ce que vous faites si vous avez besoin de rechercher une documentation spécifique? En général, moi personnellement, je vais juste sur Google, et je pense que c'est ce que je fais la plupart du temps. Je tape une recherche sur Google, par exemple, euh, comment centrer verticalement un élément en CSS. Je pense que c'est une des recherches, même aujourd'hui, je vais la refaire. C'est une des recherches que je fais le plus souvent.
Et je pense que dans beaucoup de cas, vous allez tomber sur des sites euh, tels que W3, W3 Schools, vu que c'est un site anglophone, W3 Schools. C'est un site qui sera souvent référencé. Euh, il faut savoir que ce site, pendant très longtemps, il avait très mauvaise réputation. Comme en témoigne ce site, W3 Fools. Euh, Pendant très longtemps, ce site était décrié parce que faut savoir que le W3C, c'est un consortium, c'est quelque chose qui va définir les standards du web. Et donc W3 Schools, ça va un peu, comment dire, profiter de son nom de domaine et ils étaient très bons à référencer leur contenu sur les moteurs de recherche. Et donc, mais le problème, c'est que le contenu qui était proposé il y a plusieurs années était parfois erroné ou mal documenté ou périmé. Et pendant très longtemps, ils ont eu une mauvaise réputation. Mais euh, ils se sont bien refaits, ils ont beaucoup écouté les critiques. Donc je dirais que aujourd'hui, ça m'arrive parfois. Par exemple, je vais apprendre une syntaxe en CSS ou en HTML ou que sais-je. Ça m'arrive d'aller sur W3 Schools. Mais euh, sachez que ça reste une entreprise privée, ça n'a rien d'officiel. Ce n'est pas le W3C W3C, je crois qu'il faut dire, qui est derrière tout ça. C'est pas, ça reste une entreprise privée et c'est comme je crois qu'ils vendent des certificats. Je sais qu'ils le faisaient à un moment, je ne sais pas s'ils le font, mais ça, c'est vraiment privé, ce n'est rien, ça n'a rien, je veux dire, d'officiel, ce n'est pas je dirais, ils ont un but lucratif, donc il faut faire attention. Et donc sur ce site W3 ils vont recommander le Mozilla Developer Network, euh, qui est aussi un site vachement intéressant, euh, qui si vous cherchez, alors là-dessus il y a plein de choses, il y a des guides, je reviendrai à ce sujet plus tard, mais si vous cherchez des syntaxes, des explications, par exemple en JavaScript, il y a une fonction par exemple, tiens je veux savoir c'est quoi, on peut faire maintenant, tiens, un query selector. Euh, J'imagine si je fais une recherche, voilà, il va m'amener sur une page du query selector, mais c'est même pas ça que je cherchais. Ou c'est un code snippet, moi je cherchais plus cette documentation. Je vous avoue que j'utilise jamais. Ah voilà, element.queryselector, excusez-moi. Et là, voilà, il va vous faire une page qui va vous expliquer avec des exemples, etc. C'est vachement bien fait. Et ce qui est bien avec ce site, c'est que c'est surtout pour ces pages comme le Query Selector, je pense que c'est une page qui est très visitée. Euh, il va y avoir le contenu qui est disponible en français. Donc ça, et je pense pas que W3 School, je crois qu'ils utilisent Google Translate. Bon, vous pouvez toujours faire ça sur n'importe quel site, d'utiliser Google Translate. Sur Chrome, je pense que vous avez un clic droit, vous pouvez faire traduire en français, j'imagine, si vous avez votre langue principale en français. Mais c'est ce qui est bien avec la documentation MDN, c'est que c'est déjà disponible en français. Et que ça a été donc, c'est pas une traduction faite par un bot comme avec Google Translate. Euh, et il y a aussi un autre site que vous allez souvent tomber si vous faites des recherches Google, c'est stackoverflow.com. Ça, je sais même pas combien de fois je suis allé sur ce site. Euh, et j'irai là-dessus, faire attention à. C'est pas parce que quelqu'un a posé une réponse que cette réponse est à. C'est pas à considérer comme une vérité absolue ou comme la meilleure des réponses, hein. En général, ce que je vous conseille, c'est de regarder s'il y a beaucoup de gens qui ont voté positivement pour cette réponse. Euh, Genre quand on commence à avoir une centaine de votes positifs, hein, c'est vraiment arbitraire hein, comme valeur, hein. C'est totalement aléatoire. Mais bon, ça veut dire que bon, il y a quand même une centaine de personnes qui ont l'air centaines de personnes qui ont l'air d'être satisfaites avec cette réponse. Donc pourquoi pas. Mais attention, euh, à des fois, peut-être qu'ils vont écrire par exemple des bouts de code en JavaScript, ça va sûrement marcher, mais ça sera pas du tout optimisé ou ça va utiliser des vieux concepts. Donc toujours faire attention hein, quand vous recherchez de l'information.
Euh, Là, on se rapproche de sites plutôt communautaires. Là où, par exemple, avant, voilà, CSS Tricks, par exemple, ça reste une entité, ou même si s'il y a des gens qui peuvent publier dessus, ça reste une entreprise quand même qui est derrière tout ça. Dev2, ça reste, je pense que c'est aussi une entreprise, mais c'est vraiment encore plus orienté communauté. C'est-à-dire que les articles qui sont mis à la une, c'est parce que je pense, euh, c'est parce que la communauté les a beaucoup cliqué, a beaucoup aimé ce contenu-là. Bien sûr, vous pouvez, là comme là maintenant, là dans le feed, j'ai les derniers posts qui ont été affichés, mais il y a des manières d'avoir c'est quoi les articles populaires, et puis bien sûr, vous pouvez avoir des tags qui vont vous montrer c'est quoi. euh, Par exemple, là, j'imagine, j'ai les articles avec le tag JavaScript qui ont été le plus aimés cette semaine. Et vous pouvez même avoir à l'année. C'est pas mal comme site. Faut savoir qu'il y a Reddit. Alors, je sais pas, Reddit, c'est peut-être pas un réseau social très populaire en France, mais ils ont ah, je sais même plus comment. Bah, je crois qu'on dit juste un. Je suis pas un pro de Reddit, hein. J'y vais de temps en temps. Et j'y vais pas pour voir du développement web. Mais je sais que des fois, je suis tombé en cherchant sur Google sur des discussions sur Reddit. Euh, un, je sais plus comment on dit, un channel Reddit, hein, je dirais, ce genre de, de r slash. Je pense que on dit un channel Reddit. Pas sûr. Ou un thread. Je pense qu'on dit un thread Reddit. C'est plus un thread. Excusez-moi. Et donc là, par exemple, on est sur le thread JavaScript. Et vous allez voir, ben, c'est quoi. Et bien sûr, il y a moyen de trier par popularité. Par exemple, c'est quoi le top des threads d'aujourd'hui. Et c'est un. Je dirais là, ce qui est bien, c'est qu'il y a le côté communautaire. Il y a des gens qui discutent, par exemple, je sais pas. Des fois, je suis tombé sur des discussions sur ben, des gens qui discutaient de qu'est-ce qu'ils pensent de React, ou je sais pas. C'est. Ou pareil, vous pouvez voir peut-être des articles populaires. Euh, Il y a un autre site dans le genre euh, où là je n'ai aucune expérience avec ce site, mais j'en ai toujours entendu parler. C'est Hacker News. Euh, et j'en ai entendu parler en bien et en mal. Donc je sais pas, j'y suis jamais allé, mais c'est c'est pas juste orienté développement web, mais je sais qu'il y a plein de gens qui consultent ce site. Et il y a des fois des gens, ils veulent même pas dire les gens qui n'aiment pas Hacker News, ils vont dire le site, the Orange website. Genre, sur Twitter, des fois, je vois ce nom. J'ai j'ai jamais compris pourquoi. J'imagine il doit y avoir des commentaires toxiques dessus qui ont fait que ils ont une mauvaise réputation auprès de certaines personnes. Mais, euh, mais ça reste très connu. Donc, encore une fois, c'est ce que je disais en début de vidéo. Peut-être que ça va vous plaire, ou peut-être que ça va pas vous plaire, peut-être que le format ou le contenu, voilà, c'est à vous de voir si vous trouvez ça cool ou non. Euh, Bah ça, c'est MDN WebDoc. Excusez-moi, je vous ai déjà montré ça, mais euh, énormément de ressources là-dessus, autant en redire. Mais la plupart du temps, moi, je tombais là-dessus en faisant des recherches Google. Mais c'est un site que si vous voyez, si vous tombez dessus, vous pouvez faire confiance à tout ce qui est écrit là-dessus. C'est euh, plutôt approuvé par la majorité de la communauté web. Peut-être que vous êtes plus à la recherche de livres, parce que apprend différemment. Il y en a qui aiment bien écouter, il y en a qui aiment bien regarder des vidéos comme maintenant. Et il y en a qui préfèrent lire, et c'est comme ça que peut-être vous êtes un mélange de plusieurs choses, que sais-je. Euh, Il y a des livres très connus, je pense que c'est les O'Reilly. Je sais pas si O'Reilly, O'Reilly, je sais pas comment on prononce. C'est très connu, mais je sais pas s'il y a beaucoup de versions françaises. Parce que là, dans cette vidéo bon, la majorité c'est du contenu anglais, mais j'ai essayé de vous trouver des ressources françaises. Et il y a un site de Leanpub, je crois que ça se prononce, et ils ont des livres en français. Mais forcément, en anglais, vous aurez un catalogue encore plus riche, euh, surtout en termes de développement web.
mais pourquoi pas. Ça, en tout cas, il y a énormément de livres listés ici. Euh, et si vous avez, honnêtement, en termes de livres, c'est vraiment pas mon point fort. Si vous avez des recommandations, dites-le moi dans les commentaires, parce que c'est moi, ce qui m'a toujours un peu dérangé, ah oui, c'est un commentaire super important, c'est que des fois, ben, les livres, ils sont un peu figés dans le temps, et peut-être après quelques années, est-ce que ça vaut toujours le coup de lire par exemple, un livre sur React? Euh, Enfin, parce que vous voyez, un article sur React qui a été écrit il y a 2 ans, bon, ben, il est disponible, il est toujours disponible, mais c'est important d'ailleurs, il faut toujours regarder la date du contenu que vous lisez pour être sûr que vous n'êtes pas en train de lire quelque chose qui est peut-être, entre guillemets, périmé. C'est pareil qu'un livre. Et, et je sais que certains livres, des fois, ils ont plusieurs éditions. Donc, surtout si vous regardez une version française d'un livre qui a été à la base écrit en anglais, mais soyez sûr que vous êtes en train de lire la dernière édition. Ça, c'est super important. Mais pareil pour les articles. Euh, Toujours regarder, ou là par exemple, on va parler de formation, mais regardez quand est-ce que cette formation a été créée. Et là par exemple, moi il y a quelqu'un qui fait des formations qui s'appelle Wes Bos, il est canadien, et il fait des formations de CSS, de JavaScript et de React, Redux, même Node. Euh, Certains de ces cours sont payants, certains de ces cours sont gratuits, voilà, c'est free. C'est vachement cool, je le conseille. Là, il y a énormément de sites, parce que moi, j'adore les contenus vidéo. Donc, vous avez vu, il y a un site pour les livres, et là, il y a énormément de sites pour les contenus vidéo, parce que j'ai toujours adoré regarder des contenus vidéo. Là, il y a egghead.io, celui-là, pareil, énormément de tutoriels vidéo. J'adore ce site. J'ai pas trop utilisé celui-là, mais j'en ai entendu beaucoup de feedback positifs. Et il y a beaucoup de gens sur Twitter que je suis, que je sais, ils font des formations sur Front-End Masters. C'est vraiment, vraiment cool. Euh, il y a Code Academy. Celui-là, j'en ai fait quelques-uns des cours là-dessus. C'est vachement bien. Certains sont gratuits, certains sont payants. J'ai fait un effort. Il y a Open Classrooms qui a énormément de sites, de sites de cours en français pour le développement web et d'autres encore. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Open Classroom, je crois qu'avant, si je me trompe pas, ça s'appelait le site du zéro. Alors, et le site du zéro, c'est via le site du zéro que j'ai appris le web, que j'ai commencé à apprendre HTML, CSS et même PHP et Ajax à l'époque. J'essayais même pas d'apprendre JavaScript, j'essayais d'apprendre Ajax. Et, ce site a été renommé et comment dire, refactoré en quelque sorte, avec un tout nouveau design. Et ça s'appelle maintenant Open Classroom. Et je pense que tout le contenu a été mis à jour. C'est total, c'est limite, enfin, il n'y a plus aucune trace du site du zéro, j'ai l'impression. Et ce qui est bien avec ce site, à confirmer, mais je crois que c'est reconnu par l'État. Vous pouvez faire des formations qui sont reconnues par l'État français. Et je dirais, si c'est reconnu par l'État français, c'est sûrement reconnu à l'échelle européenne, mais à confirmer. Parce que moi, j'avais déjà commencé ma carrière quand ça a été créé Open Classroom, donc je n'ai pas trop utilisé, mais j'ai entendu des feedbacks positifs. En termes de contenu en français, graphicart.fr, super site. C'est une seule personne qui est derrière tout ça. Et c'est un super site j'y j'y vais moi en ce moment parce que on va dire que je suis plus dans une. J'ai plus besoin de faire de longues formations. Euh, mais le, au début de ma carrière, j'adorais regarder ce que fait Graphicart. Et il a une chaîne YouTube que je suis, et de temps en temps, même si c'est des choses que je n'ai pas envie, enfin que je n'ai pas spécialement envie d'apprendre. Par exemple, je sais pas, il va parler de PHP 8. Ça fait longtemps ça fait des années que j'ai pas écrit de PHP, mais ça m'intéresse parce il a un bon flow quand il parle. Il est super intéressant. Euh, il est beaucoup mieux que moi pour monter ses vidéos et parler sans faire de toutes les 5 secondes. Et ça fait partie des personnes qui m'ont donné envie. Je pense que c'est lui et Wes Bos qui m'ont donné envie de faire des vidéos.
parce que moi je trouve ça marrant, je trouve ça cool et je vous incite aussi à le faire. C'est ce que je pense que c'est une bonne façon aussi, quand vous voulez être sûr que vous avez compris quelque chose, c'est de faire une vidéo pour l'expliquer ou d'essayer de l'expliquer à un de vos collègues ou que sais-je, faire du pair programming. Euh, je pense que c'est une des meilleures façons pour montrer que vous avez appris quelque chose. Enfin, que vous avez compris quelque chose. Et la meilleure façon, c'est de le partager pour être sûr. C'est l'une des meilleures façons de, comment dire, de s'auto-tester, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, Là, toutes les formations que je vous ai montrées, c'était surtout des formations à base de vidéos. Il y a aussi des formations à base de texte. On revient sur le site de MDM WebDocs et ce site a toute une formation pour apprendre le développement web. Alors, est-ce que tout est traduit en français? Je ne pense pas. J'ai pas tout regardé. La page principale a l'air traduite en français, mais il faut voir si tous les sous-articles sont traduits en français aussi. Mais ça vaut le coup d'aller voir. Il y a aussi web.dev, c'est un site qui appartient à Google, ouais, Google Developers. C'est cool. Vous voyez des ressources sur React, Angular et plein de ressources sur euh, c'est l'accessibilité et surtout les performances. Là, je pense que si vous voulez en apprendre plus sur comment mesurer les performances d'un site internet et comment améliorer les performances d'un site internet, je pense que ce web.dev, ça contient énormément de ressources pour ça. C'est vraiment, vraiment cool. Il y a aussi des podcasts. Oui, oui, non, mais il y a énormément de formats en fait. Il y en a pour tous les goûts. Les podcasts, personnellement, c'est pas du tout mon truc. J'en écoute très, très rarement. Mais il y en a un, je vous rappelle de Wes Bos, il faisait des formations, je vous avais présenté. Il a un podcast qui s'appelle Syntax. Et c'est vraiment, je l'ai écouté quelques fois et c'était très sympathique. Bon, bah, c'est en anglais, mais je vous invite à le regarder, enfin, pardon, à l'écouter pour le coup. Et c'est pas mal. Si vous avez d'autres podcasts intéressants, n'hésitez pas à partager. Il y a deux autres choses pour terminer. C'est les conférences. Et là, je vous ai trouvé un site qui s'appelle confs.tech qui va lister, c'est la communauté, donc c'est pas une entreprise, ou c'est vraiment la communauté, je crois que c'est c'est sur GitHub, vous pouvez faire une pull request pour ajouter votre conférence. Et c'est la communauté qui va rajouter toutes les conférences qui vont bientôt avoir lieu. Bon alors, en termes de... Pendant le Covid, vous allez me dire c'est un peu compliqué d'aller en conférence. Mais je pense que la majorité des conférences, elles ont fait la transition maintenant. Tout est online. Mais même avant le Covid, sachez que je sais que la React Conférence ou tout ce qui est... Par exemple, il y a une conférence, il y a le Chrome Dev Summit chez Google. Ça a toujours été un événement physique. Cette année, bon, il était 100% en vidéoconférence. Mais c'est toujours physique, mais il y a toujours une retransmission en live sur YouTube ou Twitch, que sais-je. Euh, et donc c'est super cool ça. Donc les conférences à suivre, il y a des conférences sur JavaScript en général, mais il y a aussi des conférences sur le CSS ou sur des librairies bien précises comme React ou GraphQL ou Angular. Donc c'est à vous de trouver les sujets qui vous intéressent et ben, de suivre la conférence et de regarder, soit vous regardez toute la conférence, ça peut être très long parce que c'est plusieurs journées, donc c'est plusieurs heures de vidéo. Soit vous pouvez voir à l'avance quel est le planning et vous allez juste vous ajouter dans votre calendrier. Ah ben tiens, là, il y a un talk sur comment améliorer les performances de son site en React. J'ai envie de regarder ça. Et vous rajoutez une petite alerte pour plus tard et puis vous le regarderez quand ce sera en live. Et si vous n'êtes pas dans la bonne time zone, vous avez en général tout est disponible après en vidéo à la demande sur YouTube ou des plateformes équivalentes. Et en termes de conférences, on va dire plus, c'est pas vraiment des conférences, mais il y a aussi le concept de meetup. C'est comme une mini-conférence faite par des gens locaux. Par exemple, là, moi j'habite à Montréal. À Montréal, je sais qu'on a un meetup JavaScript, on a un meetup sur React, il y en a plein d'autres. Et c'est pas que Meetup, c'est pas juste orienté technologie ou développement. Il y a des Meetup pour faire du language exchange, si vous voulez apprendre l'anglais ou si vous voulez il y a des gens qui veulent apprendre le français, que sais-je. Il y a vraiment de tout sur Meetup et c'est vraiment cool. Et
beaucoup de meet-up maintenant, depuis le Covid, font aussi vous avez vu des online events, donc c'est en vidéoconférence. Donc il y a de quoi faire. Et dernière chose, c'est un peu, c'est un peu une excuse. Je viens de m'excuser, c'est tout ce que je vous ai montré, je crois que 95% du contenu que je vous ai montré, c'est en anglais. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas le choix si vous voulez vous tenir à jour en tant que développeur web, même s'il y a beaucoup d'initiatives pour traduire les articles, pour traduire les documentations. Je pense que parler anglais, comprendre l'anglais à l'oral et à l'écrit, c'est super important si vous voulez vous tenir à jour parce que les premières informations, les conférences, ça sera souvent en anglais. Et par exemple, quand vous allez lire une documentation, eh ben, ça sera dans la grande partie des cas, sauf si par exemple ça a été créé par des Français, mais souvent, par exemple, je pense que le framework Symfony en PHP, ça a été créé par des Français, donc la documentation en français est peut-être la documentation primaire, mais par exemple React, Angular, tout ça, c'est des communautés anglophones qui adhèrent à tout ça, et qui sont c'est même des entreprises privées américaines qui sont derrière tout ça. Donc, parler anglais, ça vous permet un accès direct en temps réel à du contenu tous les jours, sans que vous ayez de latence pour que les gens traduisent. C'est vachement bien de traduire. J'ai moi-même essayé à quelques reprises de faire des traduire. C'est extrêmement difficile de traduire des articles, de traduire de la documentation. Mais ouais, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice, pardon. Au début, moi, je galérais à mort et mon anglais, c'est de la merde. Je vais même pas essayer de vous parler en anglais. J'ai un anglais très intermédiaire. J'habite au Canada, mais pourtant, je travaille dans une entreprise anglophone. Mais je- tout le monde se moque de mon accent français et des fois, je fais des erreurs en meeting et les gens me corrigent tout le temps. Mais bon, il n'y a pas de honte à avoir. Et bon, ce qui est bien, c'est quand vous lisez ou quand vous écoutez un podcast, personne ne va se moquer de votre accent. Vous êtes tout seul dans votre bulle et c'est super cool. Et donc, essayez, peut-être, n'ayez pas peur de le faire au début. Peut-être que vous allez un peu galérer. Et, mais plus vous allez le faire, plus je pense que vous allez vous habituer. Et donc, ça vaut le coup de se mettre comment dire, de développer son anglais. Je pense que ça vous aidera beaucoup dans votre carrière. Même si vous travaillez dans je sais pas, en France, que ce soit en France, en Belgique, Luxembourg ou au Québec, et que vous êtes dans une entreprise francophone. Bon, les Québécois, je pense que la majorité des gens sont bilingues, mais en France, notamment, moi je suis français, je sais que il y a des gens, des fois, ils ont un peu de la misère avec l'anglais, et allez, ça vaut le coup de faire un effort parce que ça va tellement vous ouvrir des portes. Et ça, je ferai une vidéo plus tard, c'est sur les opportunités professionnelles que ça peut vous donner. Mais déjà, si vous voulez juste apprendre des choses, l'anglais, ça va être. Je sais même pas comment décrire à tel point il y a une ressource infinie de contenu en anglais. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, des feedbacks aussi, toute critique constructive est la bienvenue. Et bah, d'ici là, à la prochaine.